Bonjour, bienvenue à cette rencontre organisée par Miroir Social. Bienvenue à tout le monde. Donc, sur le thème des accords de performance collective gagnant-gagnant. Donc, c'est le sujet qui va nous concerner cette matinée. Donc, une rencontre organisée par Miroir Social en partenariat avec Plastalliance. Plastalliance qui est donc syndicat représentatif dans le domaine de la plasturgie. C'est la deuxième organisation syndicale de la branche. Hein. Il y en a deux et c'est la deuxième. Donc, Plastalliance développe une approche, on va dire, atypique de l'APC. L'accord de performance collective, pour la présenter rapidement, hein, de façon générique, l'accord de performance collective qui a été introduit maintenant il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus vraiment. Enfin, donc, l'accord de performance collective, le fond de sauce de l'accord de performance collective, c'est dans le cadre de la négociation de permettre à une entreprise de jouer sur les salaires, sur l'organisation du travail ou sur la localisation géographique de façon collective, c'est-à-dire que sans avenant, s'il y a un accord majoritaire, les modifications s'imposent aux salariés. Et les salariés qui n'accepteraient pas les modifications, etc., s'exposent à un licenciement sans motif économique. Ça, c'est le cadre général de l'APC. Donc, on va voir, et c'est vraiment une occasion vraiment unique qu'on a ce matin de découvrir l'autre facette des APC, enfin, une facette atypique des APC, parce que les APC sont, on va dire, ont, ont une image assez écornée, dans le sens où beaucoup d'APC recouvrent des notions de baisse de salaire, sans réelle contrepartie pour les salariés, si ce n'est un vague engagement sur le maintien de l'emploi, mais qui n'engage que, enfin, il faut y croire, quoi. Mais par contre, ça se traduit généralement le plus souvent par des baisses de salaire, par une augmentation de la charge de travail, et les contreparties, comme je le disais, sont plus difficiles à appréhender. Alors que chez Plastalliance, les accords de performance collective, là, on va voir comment ça se caractérise, se traduisent par une augmentation du pouvoir d'achat, certes en contrepartie pour l'employeur par une augmentation, enfin par des gains de productivité, hein, et par ailleurs dans ces APC qu'on retrouve chez les entreprises adhérentes de Plastalliance, la notion de socle conventionnel d'entreprise qui écorne un peu beaucoup, la convention collective, là pour le coup, la convention collective de la plasturgie. Donc, merci à Plastalliance, qui est une organisation patronale. C'est la première fois que sur 40 lives que organise Miroir Social, c'est la première fois qu'un live est organisé par une organisation qui est parrainée. Excusez-moi, c'est la première fois qu'un live est parrainé par une organisation patronale qui va exposer de façon très transparente la façon dont elle a conduit, la façon dont elle amène les APC. Et pour étayer cela, Joseph Taillefet, tu es le secrétaire général de Plastalliance, tu vas nous expliquer la démarche générale. Et nous avons la chance d'avoir 2 témoignages de PME qui ont négocié des APC, avec donc Sophia Grandidier, qui est responsable des ressources humaines de l'entreprise Fligitaire. Donc, vous êtes en Moselle, Alsace-Moselle, c'est ça? Voilà. Et excusez-moi. Voilà. Et Vanessa Béguin et excusez-moi. Jean-Claude Sordet. Jean-Claude Sordet, excusez-moi Jean-Claude. Alors Jean-Claude Sordet et Vanessa Béguin, Vanessa, vous êtes responsable des ressources humaines de Sainol, et Jean-Claude, vous êtes élu au CSE. Et donc là aussi, une autre PME, vous allez nous expliquer. Et Malik Gay, donc vous êtes président de la fédération Chimie, CFE-CGC. Donc merci à vous de participer à cette rencontre, parce que c'est sans surprise, hein, les organisations syndicales sont très dubitatives, voire circonspectes, voire plus, sur la notion d'APC, telle que je l'ai exposée, mais également par ailleurs, je pense que l'approche que développe Plastalliance peut vous interpeller, voire plus. Et merci
déjà d'écouter ce que Sophia, Vanessa et Jean-Charles vont nous. Excusez-moi, c'est pas Jean-Charles. Ah. Jean-Claude. Jean-Claude, je vais y arriver après Jean-Claude. Ça aussi, ça doit vous interroger. Donc, écoutez ce qui se passe dans ces entreprises, c'est intéressant et ça peut nourrir votre réflexion et ça sera très intéressant de vous entendre. Je précise que on a sollicité l'ensemble de vos collègues. Des autres organisations syndicales et pas de réponse pour pouvoir un peu justement avoir de la confrontation, avoir du débat et d'avoir de la diversité dans l'approche qu'on vous propose ce matin. Donc merci aux participants, merci à vous. Si vous êtes des familiers des lives de Miroir Social, vous noterez que l'interface a un peu changé et que maintenant l'interface de chat se passe en bas. Donc soyez à l'aise pour interagir dans le chat qui vous est proposé. On a toujours le module chat, donc c'est vraiment l'occasion de rebondir sur les échanges. On les prendra en compte, de questionner. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Alors dans le chat, c'est un peu en mode spontané et vous avez une partie questions qui vous permet là de plus davantage structurer vos questions pour interagir. Donc, on va commencer avec, pour poser le sujet, on va commencer avec toi, Joseph. Donc, sur il y a une récente étude de la DARES qui vient de paraître, qui a étudié les modalités, un peu les tendances sur les APC depuis la première crise sanitaire. Et on voit que ces APC, comme je le disais précédemment, une grosse majorité sont dans des logiques de diminution des salaires, sur des temps rapides, mais dans des situations d'urgence, de diminution des salaires, d'augmentation des gains de productivité, avec des contreparties vraiment pas claires. Là, vous allez complètement à rebours de cette tendance proposée par la DARES, Joseph, et je te laisse un peu expliquer la tendance, le fond de sauce un peu de ce que vous proposez, et ensuite on verra avec Sophia, Vanessa et Jean-Claude comment ça s'applique dans des PME. Et je reprécise encore une fois, on a vraiment une chance parce que moi qui représente Miroir Social, donc un média qui s'intéresse au social, malheureusement, je peux que constater que les informations concernant ce qui se passe dans les PME, ça représente même pas 10% de ce qu'on produit. Or, c'est là où la majorité des salariés travaillent et pour autant, il y a un dialogue social dans ces entreprises. Même s'il n'y a pas d'organisations syndicales qui sont structurées, etc., il y a un dialogue social qu'il faut se donner les moyens de regarder. Et on a un énorme biais en France, c'est qu'on parle en permanence, le plus souvent, essentiellement, des grosses entreprises, des ETI, etc., de ce qui se passe en dialogue social, et avec un biais total sur ce qui se passe dans les PME. Et c'est, à mon sens, un gros problème. Et ce matin, ça va vraiment être intéressant de vous entendre. Joseph, je te passe la parole. Merci Rodolphe et merci également à toutes et à tous effectivement pour votre présence. Alors effectivement, c'est la journée de la première fois. C'est la première fois que tu es parrainé par une organisation patronale, mais c'est aussi la première fois à ma connaissance qu'on a quand même des responsables ressources humaines avec un élu qui viennent sans masque, j'ai envie de dire, à visage découvert, semi-découvert, en tous les cas, exposer effectivement la mise en place de l'APC chez eux. Parce qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est les médias on va dire, porte une image, on va dire, assez négative sur ce type d'accord. Et justement, concernant justement l'analyse de la DARES qui est parue sur les APC tout récemment, j'ai envie de dire ça va pas améliorer l'image parce qu'on se rend compte qu'on a quand même un certain nombre d'entreprises qui se sont lancées dans les APC pendant la crise sanitaire. Donc, il y a eu quand même un regain d'intérêt pour les APC pendant justement la crise Covid. Ce qui n'est absolument pas le cas au niveau de Place Alliance. On a fait la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on a ralenti, voire même arrêté, on va dire, la négo pendant, on va dire, la première année de la crise, de mars 2020 jusqu'à peu près mi-2021. Et quand on regarde ce que la DARES a indiqué, on se rend compte que on est quand même dans des histoires de baisse de primes, baisse de salaire, augmentation du temps de travail. Quand on regarde les contreparties qui sont données par les entreprises, c'est le fait que les actionnaires ou que les mandataires sociaux participent aux mêmes efforts que les salariés. Donc j'ai envie de dire tout le monde est perdant, quoi. Si les salariés doivent en plus perdre de l'argent et que les mandataires et les actionnaires doivent aussi faire un effort et baisser aussi leur salaire ou leur rémunération, ce sont des accords perdant-perdant totalement. Des engagements pour le maintien de l'emploi,
Qu'est-ce que ça va donner? Donc, c'est un peu ça qu'on voit dans le… Ça ne donne pas envie, voilà, c'est clair. Et je dirais, enfin, ce qu'a fait la DARES est très sérieux, hein, je ne doute absolument pas de la véracité, mais ce n'est pas du tout représentatif de ce que nous, on fait de notre côté. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on représente grosso modo, au niveau de nos 70 accords désormais négociés, à peu près 10% des APC signés en France. Il y a à peu près, on doit être entre 600 et 700 APC depuis leur création fin 2017. Hein, donc, ça fait effectivement 4 ans, hein, effectivement, que ça a été mis en place. Et donc, nous, de notre côté, on a fait totalement la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on s'est dit que pendant une période de crise, pendant une période où il y a de l'incertitude, pendant une période où il y a, on va dire, toutes les problématiques qu'on a vues, notamment l'année dernière avec les gros confinements, ce n'est pas le moment de lancer une négociation sur ce sujet-là. Parce que pour nous, c'est une négociation qui doit se faire dans un cadre serein, dans des entreprises qui ne sont pas non plus au bord de la faillite, parce que pour nous, l'APC ne va pas sauver la boîte si elle est vraiment proche du dépôt de bilan. Pour nous, ça a des effets sur du moyen-long terme. Et il faut pouvoir négocier quand justement on a récupéré un peu de visibilité. Et cette visibilité-là, on l'a récupérée effectivement courant 2021 un tout petit peu. La crise est toujours là, mais bon, je veux dire, les entreprises se sont adaptées. Et effectivement, on a repris notre bâton de pèlerin pour pouvoir effectivement amener le plus d'entreprises possible chez nous à y aller. Et on a des entreprises maintenant qui, du fait des conséquences de la crise, et notamment alors pour la plasturgie, mais c'est un peu le cas dans beaucoup de secteurs, on a l'augmentation du coût des matières premières aujourd'hui qui est faramineux, les prix de l'énergie, et qui se disent quels moyens je peux trouver pour améliorer ma compétitivité, mais sans pour autant, on va dire, léser les salariés, parce qu'on a aussi un problème structurel et grave, et je veux dire, c'est pas depuis hier, hein, mais de problème de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on a un problème de trouver des compétences, on a un problème pour garder les compétences. Et donc aujourd'hui, les entreprises ne veulent, en tous les cas, nos adhérents, en tous les cas, ne veulent pas se séparer de leurs salariés. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir les conserver. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir les intéresser plus, augmenter leur pouvoir d'achat, mais sans pour autant, on va dire, obérer le fonctionnement ou la trésorerie de l'entreprise. Donc, effectivement, c'est une démarche effectivement, que nous, on assume publiquement sur le sujet. Hein. On est également la première organisation à avoir, on va dire, établi un livre blanc sur le sujet. Je viens de mettre le lien là. Ouais, donc il y a un livre blanc qui a été fait l'année dernière, dans lequel on a été très transparent, dans lequel on a indiqué la méthodologie globale qui est menée. Et là, en teasing, on peut déjà annoncer qu'il y aura très probablement et très prochainement, on va dire, la deuxième édition. Dans le premier livre blanc, il y avait des témoignages de chefs d'entreprise. Dans la deuxième édition, il y aura des témoignages d'élus et peut-être, si effectivement on y arrive, de délégués syndicaux et d'organisations syndicales qui ont signé des accords et qui vont expliquer qu'en fin de compte, que ce qu'on voit dans les médias n'est pas forcément ce qui s'est passé chez eux, quoi. Voilà. Entendu. Joseph, pour rebondir, et c'est là, avec ce matin, on va illustrer dans quelle mesure, par rapport à un cadre législatif qui a été, c'est les lois El Khomri, la loi travail, qui a introduit l'APC. La loi travail 2. La loi travail 2, ouais, parce que là, j'étais un peu à la ramasse. Donc voilà, merci de préciser. Mais par rapport à ce cadre législatif qui a été introduit, dans quelle mesure vous l'êtes complètement approprié, vous l'avez façonné pour en faire un objet qui réponde clairement à vos besoins, mais vous l'avez à tel point façonné que quelque part, certains opposants pourraient dire que vous l'avez tordu. Alors, sans rentrer dans les détails. Hein, mais effectivement, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans nos accords, il y a une partie qui relève de l'accord de performance collective, c'est-à-dire des éléments qui peuvent avoir attrait aux horaires de travail, à la durée de travail, à l'aménagement du temps de travail, ce qui est déjà très, très large. Il y a une partie qui a attrait à la rémunération, c'est vrai, donc ça fait partie aussi du champ de l'APC. Mais également, et tous les préambules des accords le rappellent, il y a également des dispositions qui, là, pour le coup, relèvent et justement de la loi Travail 1, ce qu'on appelait la loi El Khomri, et également de d'autres dispositions du Code du travail qui permettent en fait à l'accord d'entreprise d'être la source conventionnelle prioritaire. Aujourd'hui,
quasiment, on va dire, 90 à 95% des thèmes dans une entreprise peuvent être régis par un accord d'entreprise. Si on enlève les classifications, les salaires minima, les histoires, on va dire, il y a certains thèmes dans le bloc 1 qui sont nommés, mais quand on y pense, c'est très limité. Donc aujourd'hui, la gestion des primes, la gestion des majorations d'heures sup, la gestion des jours de carence pour les arrêts de travail, des indemnisations maladie, des indemnités de rupture, des préavis de licenciement, des préavis de démission, tous ces éléments-là relèvent de l'accord d'entreprise. Et donc, les contingents d'heures supplémentaires. Donc, nos accords, en fin de compte, adaptent par rapport, on va dire, aux besoins de l'entreprise et à sa situation, parce que tous les accords ne sont pas identiques non plus. Il y a des entreprises qui vont avoir des majorations à 10%, il y en a qui vont peut-être rester à 25%, il y en a qui vont mettre des contingents à 200 heures, il y en a qui vont mettre des contingents à 400 heures. Donc, il y a quand même des différences. Et en fin de compte, ces accords permettent d'avoir en fin de compte un socle social adapté. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on va dire, mais c'est comme ça, c'est un fait, c'est que le socle de la convention collective aujourd'hui, on va dire en plasturgie, on va parler pour la plasturgie, mais ça peut se retrouver ailleurs. En fin de compte, c'est un bloc qui est d'une certaine manière uniforme et qui s'est appliqué de manière uniforme à l'ensemble des entreprises de la branche. Or, aujourd'hui, on ne peut plus faire comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir une norme sociale qui s'applique de manière uniforme à tout le monde de la même manière. Je veux dire, aujourd'hui, on parle de décentralisation, on parle de revenir au local, d'aller vers le bas pour aller vers le haut et pas l'inverse. Et ben là, en l'occurrence, ces accords-là permettent d'adapter. C'est pour ça qu'on n'hésite pas de parler de conventions collectives d'entreprise. Effectivement, on parle de conventions collectives d'entreprise à ce sujet. C'est vrai. Et c'est vrai que je comprends qu'il y en a, effectivement, mais je pense qu'ils ont tort de dire, voilà, c'est une concurrence à la CCN ou quoi que ce soit. Moi, je dis surtout que la CCN, en fin de compte, ne saisit pas non plus le rôle qu'elle devrait jouer aujourd'hui et que donc l'accord d'entreprise utilise le code du travail et la loi, j'ai envie de dire, hein, c'est le code du travail, pour pouvoir justement se saisir de cette opportunité d'appliquer les choses localement, quoi. Merci Joseph. Alors ça, c'est un vaste sujet. On aura l'occasion d'y revenir. Mais déjà, avant de passer à avoir les éclairages de Synol et de Fligitaire, Malik Gay, je vous passe la parole. Donc, vous êtes président de la CFE-CGC Chimie. Et donc, encore une fois, merci. Et ben, par rapport à ce qu'on vient d'annoncer, etc., comment vous, la branche, la position de la branche là-dessus, votre regard sur la PC, sans détailler, mais je vous laisse y aller. Je vous remercie. En tout cas, je tiens à vous dire une chose, c'est que j'ai accepté de participer à ce bac à sable avec beaucoup de réticence au départ. Hein. Donc, je vous le dis de manière très claire, je ne suis pas là pour cautionner la démarche. J'ai un point de vue que je défends. Bon, d'abord, je suis très attaché au dialogue de branche. Et j'ai la responsabilité au sein de la CFE-CGC de négocier des accords collectifs de branche dans un certain nombre de branches. On compte à peu près pour 16 branches. Donc, on est dans la chimie, l'industrie pharmaceutique, la plasturgie, le caoutchouc, le verre, pour ne citer que cela, hein, le verre mécanique, le caoutchouc, etc. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, ça risque d'être long. Simplement sur le principe des APC. J'ai échangé avec Rodolphe en lui disant la chose suivante, c'est que pour nous, de manière très claire, ça ne peut pas être un outil de gestion. Or, la façon dont je vois, je comprends que vous soyez, comment dirais-je, en recherche de trouver des solutions de compétitivité pour vos entreprises. Ça, je le conçois parfaitement. Ce que je conçois aussi parfaitement pour avoir échangé avec Rodolphe sur le sujet, c'est que dans le dialogue de branche aujourd'hui, on ne peut pas dire très clairement que les PME sont pris en compte comme elles devraient l'être. C'est-à-dire que dans le dialogue de branche aujourd'hui, quelle que soit la branche, et pas seulement dans la plasturgie, il y a à la tête des chambres patronales, aussi bien qu'à la tête des organisations syndicales qui participent au dialogue de branche, principalement des gens issus des grands groupes. Et donc, de facto, on a ce décalage entre les besoins des petites et moyennes entreprises et les besoins des grandes, des grosses, qui sont pas les mêmes. Même si on est dans le monde de l'entreprise, que l'entreprise vise à faire évidemment de la rentabilité, du profit, etc. Mais ça, tout le monde le conçoit.
Par contre, ce qui me gêne, c'est l'utilisation de cet outil juridique qui, pour nous, est un outil à utiliser avec précaution parce que, en fait, il est censé corriger une difficulté. Alors, la difficulté, c'est pas forcément que l'entreprise soit au bord du gouffre, hein, mais c'est une difficulté identifiée, partagée avec les employeurs et les représentants du personnel pour se dire comment on fait pour passer une difficulté que l'on rencontre, à identifier, et il faut qu'on soit d'accord sur la photographie, et après, derrière, quelles mesures on applique et vérifier préalablement si les mesures qu'on veut appliquer sont des mesures efficaces pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Donc, dans le préambule d'un accord de performance collective, il y a nécessairement les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi on le fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce qu'on est bien d'accord sur le constat? Alors, après, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que vous contournez un petit peu, pour moi, si vous êtes dans un processus de contournement du principe même de l'accord de performance collective, parce que vous semblez l'utiliser, mais je n'ai pas encore tous les détails, je vais voir les exemples. Et si je suis venu, c'est parce que je suis curieux. Je suis curieux parce que je pense qu'on ne peut pas faire du dialogue social sans se préoccuper de ce que peuvent penser les uns les autres, et notamment le monde des PME. C'est la raison pour laquelle nous sommes très peu présents, il faut quand même le dire, hein, il n'y a pas les organisations syndicales, toutes confondues. On ne peut pas dire qu'on brille par notre présence dans les PME. On n'y est peut-être pas forcément très aidé non plus, hein, par les employeurs, je vous le dis aussi comme je le pense. Mais en tout cas, nous, à la CFE-CGC, si on est venu aujourd'hui, c'est parce que dans notre ADN, souvent, les militants qui nous rejoignent sont des gens qui étaient des salariés représentants du personnel sans étiquette. Donc, on est le syndicat qui est le plus en proximité avec celles et ceux qui sont sans étiquette aujourd'hui, parce qu'on leur donne une certaine liberté, avec bien sûr des lignes rouges, mais une certaine liberté de pouvoir agir au sein de leur entreprise en tant que représentant du personnel. Voilà, bon, c'est principalement ce que je voulais vous dire. L'objectif de mon propos, c'était surtout de vous dire dans quel contexte je me situe pour avoir accepté cette démarche. Merci Malik, et puis ça sera intéressant bien sûr de vous entendre après avoir entendu Sophia, Vanessa et Jean-Claude. Voilà, dans quelle mesure ça vous aura inspiré, ou quelle que soit la forme d'inspiration que ça pourra prendre. Merci Malik. Sophia Grandidier. Donc, vous êtes responsable des ressources humaines de Fligitaire, c'est une PME donc d'Alsace-Moselle qui vous faites des fenêtres en PVC, enfin des fenêtres PVC et tout ce qui va avec. Et voilà. Et vous êtes donc une entreprise de moins de 100 salariés. Tout à fait. Et vous, c'est un APC que vous avez donc négocié avec le CSE, et à la rebours encore, pour employer le mot, de ce qu'on peut, l'image un peu épouvantail qu'on peut avoir de l'APC. Chez vous, l'APC, une des pierres angulaires des motivations de l'APC, Fligitaire, c'est une entreprise qui va bien. Et la clé pour l'APC, c'est de sécuriser une augmentation de salaire de 4%, une augmentation du pouvoir d'achat de 4%, c'est quand même intéressant à noter déjà. Et comment vous la sécurisez? C'est grâce à l'APC, parce qu'il y a 2% qui sont socialisés, il y a 2% qui sont non socialisés, en gros, hein, en moyenne, et l'APC, clairement, est le levier pour vous pour sécuriser cette augmentation de salaire qui est loin d'être neutre à l'heure où on parle de pouvoir d'achat, etc. Et a fortiori pour vous, parce que en face, vous m'expliquez ça quand on a cadré ensemble, c'est que la frontière allemande n'est pas loin et la concurrence pour recruter, elle est lourde et elle joue en partie sur les salaires. Et donc là, c'est un enjeu majeur. Et je précise par ailleurs que dans l'APC chez vous, il n'y a pas du tout de notion d'augmentation du temps de travail. Voilà. Sophia, je vous laisse présenter un peu la teneur de ce que vous avez négocié. Alors, tout d'abord, je tiens également à remercier Rodolphe et Joseph également pour leur invitation, parce que c'est vrai que ça me tient à cœur, l'APC, ça me tient à cœur d'en parler également, et j'espère que je vais pouvoir contribuer à démystifier, désacraliser un petit peu tout ce qu'on voit autour du diable de l'APC, si je peux m'exprimer ainsi.
Alors oui, effectivement, pour nous, l'APC, c'est tout nouveau parce que ça a été mis en place donc, de manière effective au 1er novembre. La négociation s'est passée, je dirais, 100 heures. Alors, pour poser un petit peu les bases quand même de la société, donc nous, on se situe en Alsace. C'est un bassin d'emploi qui est très concurrentiel. On se trouve juste à côté de la Suisse, donc vraiment sur la zone rhénane. On se trouve juste à la frontière allemande, qui est juste à côté d'ailleurs. Donc, pour nous, l'APC, il a été réellement gagnant-gagnant. Parce que le capital humain dans notre société, c'était quelque chose qu'il fallait effectivement conserver. Et quand vous avez effectivement la Suisse qui est juste à côté, où là, de toute façon, c'est impossible, je dirais, de rivaliser de salaire avec ce que vous avez en France-Suisse juste à côté, la réelle question qui se posait à un moment donné, c'était comment conserver les compétences dans l'entreprise. Alors, la crise sanitaire est passée par là. Vous couplez ça à un secteur très concurrentiel. À un moment donné, comment faire pour conserver les salariés dans l'entreprise? Parce qu'il ne faut pas non plus se dire que l'employeur, son but, comme on peut le lire effectivement, notamment dans l'étude de la DARES, c'est de contribuer à supprimer des droits et des efforts qui ont été mis en place durant tant d'années par d'autres élus pour les supprimer comme ça de but en blanc et faire en sorte que les salariés perdent tout ce qu'ils ont eu et mis du temps à avoir. Parce que non, nous, en l'occurrence, quand on a mis en place l'APC, on devait répondre à une volonté des salariés sur le terrain d'augmentation de salaire, clairement. Hein. Donc, il faut quand même poser aussi le truc. On évolue dans un climat social serein. On n'avait pas de soucis particuliers avec les salariés. On évolue également dans un secteur, dans le groupe, au sein du groupe, qui est multiconventionnel. Donc, on devait à un moment donné travailler avec le législateur qui a mis en place un cadre légal, plusieurs conventions collectives, le droit local qui est ancré dans la Constitution, parce qu'en Alsace, on a des dispositions au niveau du droit local qui suppléent le légal, entre guillemets, et qui sont très favorables aux salariés. Pour ne citer que, par exemple, on prend un exemple tout simple de la maladie. En Alsace-Moselle, les salariés ont droit à 100% de leur salaire net à chaque arrêt de travail durant 6 semaines. Donc là, déjà, c'était une avancée sociale que de toute façon, on ne pouvait pas remettre en cause. Donc ça, c'est pour poser un petit peu les bases. Et la question, comment faire effectivement pour conserver les salaires chez nous, les compétences, le capital humain, sans mettre en péril non plus l'entreprise. Et donc, on a rencontré Joseph, qui a été effectivement là pour répondre à cette question en nous présentant l'accord de performance. Et cet accord, oui. Non, Sophia, non, je vous laisse continuer. Et donc, on a mis en place une base de travail. Il a répondu effectivement à un certain nombre de nos questions par rapport aux attentes qui avaient été décidées par la direction. Et on a composé avec tout ça. Mais le but premier, effectivement, c'était de sécuriser les emplois. Comment est-ce qu'on pouvait sécuriser les emplois? En proposant une augmentation de salaire. Alors, l'APC, ce qui nous a permis de faire, c'est d'optimiser réellement l'augmentation salariale sans mettre en péril la compétitivité de la société. Et ça a été fait de manière très simple. L'APC permet de supprimer des éléments de brut pour les mettre dans le net. Et en gain moyen, au sein même de la société, on a eu un pouvoir d'achat pour chaque salarié qui a été augmenté entre 100 et 200 euros. Donc, c'est pas rien par les temps qui courent. Et ça a permis également à l'entreprise de limiter la casse, j'ai envie de dire, en termes de coût salarial effectif, parce que les éléments chargés, il y a après je vais l'apprendre à personne, des charges patronales qu'il faut payer. Et ça, malheureusement, c'est un coût certain
pour les entreprises et notamment encore à l'heure actuelle. Donc, il faut rester concurrentiel, il faut conserver les emplois, il faut conserver les compétences, mais comment le faire? Et là, effectivement, où l'accord de performance permet de répondre de manière optimale à cette question, c'est qu'il permet justement, alors non pas de supprimer du dialogue social, alors c'est ce que j'entends régulièrement, non pas de contourner la loi, non, pas du tout. C'est un outil de gestion et je ne comprends pas certaines personnes qui nous disent pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser cet outil de gestion? Parce que quand à un moment donné, il faut apporter des réponses aux salariés, il faut trouver tous les outils pour pouvoir le faire, et notamment cet accord. Donc, Sophia, oui. Je me permets de vous interrompre. C'est quoi les principaux éléments désocialisés sur lesquels vous avez axé sur lesquels repose l'augmentation moyenne de 100 à 250 euros en moyenne nette pour les salariés? Quels sont les leviers sur lesquels vous avez joué? Alors, on a joué en fait sur des primes. La base de la base, alors c'est vrai, attention, je veux que personne s'offusque non plus. On a contribué à diminuer la valorisation des heures supplémentaires. Pour être clair, les heures supplémentaires étaient à la base payées à 25%. On a décidé de les rémunérer sur une base de 10%. Mais en contrepartie, on a conservé certaines primes qui faisaient partie donc, du brut, notamment la prime d'assiduité, et on a modifié la prime d'ancienneté qui était versée aux salariés. Alors nous, de base, notre prime d'ancienneté, elle était également supérieure à ce que prévoyaient les dispositions de la Convention. On la versait jusqu'à 15 ans d'ancienneté. Et grâce à l'APC, on a pu modifier cette disposition qui était mise en place depuis un certain nombre d'années. Et on a valorisé donc, les primes d'ancienneté uniquement à 5 ans. Donc, effectivement, alors il faut quand même aussi comprendre que pour les salariés qui avaient une prime d'ancienneté qui était supérieure à 5 ans, on ne leur a pas supprimé cet avantage, on l'a transformé parce que le différentiel entre les 5 ans qui ont été décidés via l'accord et l'ancienneté qu'ils avaient acquis au moment de la signature ont été rehaussés dans le taux de base. Donc, pour les salariés, actuellement présent, il n'y avait aucune perte. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a mis en place des primes de panier, tout simplement, qui permettent en fait aux salariés d'avoir une prime de panier qui n'est pas négligeable, de 6,70 € net par jour travaillé. Et on a également mis en place une autre prime qui est versée immédiatement dans le net. C'est une indemnité de nettoyage. Donc, on a laissé la majorité, si vous voulez, des primes qui étaient là avant l'APC, on les a laissées en place, mais on a modifié, on a un petit peu optimisé les choses pour faire en sorte, si vous voulez, de décharger des éléments dans le brut et les reverser aux salariés directement dans le net. Alors, c'est un jeu d'optimisation, certes, mais ça a permis aux salariés un gain salarial immédiat. Alors, c'est un jeu d'optimisation, mais au-delà de ça, Sophia, dans quelle mesure aussi, dans la logique dans laquelle vous êtes dans une logique, vous n'êtes pas fan, on va dire, des augmentations générales de salaire? Oui. Juste, Sophia, c'est 100 à 200 € mensuels. Tout à fait. C'est important de le préciser, ce n'est pas l'indemnité inflation. Ah oui, tout à fait. Non. Et effectivement, c'est 100 à 200 € mensuels et immédiats, directement perçus par les salariés. Alors là où je rajoute encore quelque chose, c'est qu'on a augmenté les salaires. Oui, par ailleurs. On a augmenté les salaires. L'APC nous a permis d'augmenter le taux de base de chaque salarié. Sophia, ce que je voulais dire, c'est dans la logique, dans l'approche que vous avez, il n'y a pas d'augmentation, si je ne me trompe pas, chez Figiter, d'augmentation générale des salaires. Vous êtes dans une logique de méritocratie et d'effectivité du travail, parce que, Sophia, vous en parlez, le régime Alsace-Moselle qui vous interdit les jours de carence et donc de jouer sur l'absentéisme de cette façon-là. Toutes les primes que vous avez intégrées dans le cadre de cet APC, si vous n'êtes pas présent, si vous êtes absent, vous ne les touchez pas. Donc, on est vraiment dans une logique, et c'est pareil pour les indemnités de licenciement que vous avez revues, etc. On est dans une logique de valoriser
le temps de présence effectif au travail. Vous êtes bien dans cette logique-là? On est exactement dans cette logique. Alors, effectivement, d'aucuns pourront dire on ne protège pas le salarié. Si, parce que déjà, il y a une sécurité sociale qui protège le salarié. Et au-delà de tout ça, ici, chez nous, les salariés malades, ils sont protégés parce que de toute façon, ils ne perdent pas leur rétribution. Mais par contre, on faisait face à un réel absentéisme. Et le coût de l'absentéisme est très lourd à porter pour les entreprises qui se situent en Alsace-Moselle parce qu'il n'y a pas de jours de carence et ces jours de carence donc, doivent être rémunérés à 100% par l'employeur. Sophia, vous l'avez souligné, si vous pouvez préciser, ce qui est intéressant, on en a parlé, la démarche de Place d'Alliance, c'est de vous amener vers une convention collective d'entreprise, entre guillemets. Et dans quelle mesure, Sophia, vous l'avez précisé, vous êtes multi-conventionnel, etc. Dans quelle mesure ça contribue, vous êtes une PME, à sécuriser l'activité RH de votre service? Alors, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on évolue comme ça dans un secteur qui est multiconventionnel, avec une convention qui est assez obscure, pas forcément digeste, ni claire, ni limpide, tout le monde doit travailler, tout le monde doit composer. Il faut composer avec le droit local, avec le légal, avec la convention. Quand on met en place un APC, on décide en fait de sceller dans le marbre des pratiques sociales qui seront applicables immédiatement pour les équipes de paye. Donc, dans quel sens, effectivement, ça permet de sécuriser le travail des équipes de paye? Ça leur permet d'avoir, si vous voulez, une seule base de travail et qui est transparente parce que les salariés sont également au courant des pratiques qui sont mises en place. Donc, on sécurise les outils de travail pour tout le monde. Ça limite les erreurs également, parce que quand vous devez composer avec une convention collective, avec des mises à jour régulières, des choses qui ne sont pas forcément compréhensibles pour tout le monde, vous avez une base de travail qui est limitée en termes d'erreurs. Ça permet d'avoir également un climat un peu plus serein et d'avoir une réelle transparence pour les salariés. Et ça, les salariés sont demandeurs. Parce que, au-delà de tout ça, sur le terrain, quand un salarié, vous faites des choses qui sont un petit peu obscures, j'ai envie de dire, de toute façon, ils partent du principe qu'ils ont été lésés. Alors que là, non. L'accord, c'est scellé, c'est affiché. Donc, le moindre souci quand il se passe quelque chose sur le terrain, les salariés peuvent être au courant et ce, de manière immédiate. Donc là, effectivement, ça contribue à un échange, à un dialogue qui est beaucoup plus serein pour tout le monde. Merci Sophia. Alors, il y a pas mal de questions qui commencent à arriver. On va les prendre au fil de l'eau pour certaines. Malik, je vous laisse la poser. Vous en avez posé une question dans le chat. Allumez votre micro et vous avez une question à poser, un petit rebond. Je vous laisse activer votre micro ou je l'active pour vous. Non, attendez, je vais… Voilà, c'est bon. Ouais. Bon, voilà. Ouais, c'est bon. Oui, merci madame, en tout cas, de vos explications, mais il y a quand même un certain nombre de questions que je pose et qui sont liées au fait que, bon, vous travaillez avec les salariés qui sont sur place, qui peuvent trouver effectivement la démarche intéressante, mais ce que je constate, c'est qu'on est dans vous optimisez les coûts salariaux. Donc, effectivement, vous trouvez des systèmes qui permettent effectivement aux salariés d'avoir un meilleur cash. Et ça, je peux l'entendre parce que c'est alléchant de voir qu'on peut avoir 200 € d'augmentation de salaire net. Mais la question que ça suppose derrière ça, c'est comment, alors, déjà quelque part, si j'ai bien compris, on n'est plus du tout, on est en train de s'écarter un petit peu des principes du champ conventionnel. Donc, ça c'est pour moi inquiétant. Bien que je vous ai dit en début de mon propos que effectivement les PME n'étaient pas forcément bien représentées dans le dialogue de branche, et je le comprends et je l'entends, mais cela étant dit, je considère moi que jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire, on a la possibilité, le principe d'avoir une convention collective, c'est un enjeu protecteur pour l'ensemble des salariés de la branche.
Donc, si on commence maintenant à désarticuler les principes des minima conventionnels et le principe des primes d'ancienneté tel que c'est prévu dans les accords de branche, pour moi, c'est un sujet d'inquiétude. Deuxième sujet, si vous me permettez, dans ce que vous venez d'exposer, il y a aussi pour moi une difficulté qui est liée au fait que les mesures que vous prenez sont valables pour les salariés qui sont présents. Mais comment ça se passe lorsque vous recrutez? Et vous avez un principe qui est celui d'effectivement travailler, faire en sorte que vous recrutiez. J'ai compris aussi que dans votre démarche, ce n'était pas seulement une démarche salariale, c'était aussi une démarche pour essayer effectivement de recruter dans la mesure du possible. Et lorsque vous recrutez des talents, il faut effectivement que vous soyez attractif. Et derrière ça, il faut effectivement qu'ils ne se retrouvent pas dans une entreprise où finalement ils auraient une grille de salaire qui soit complètement déconnectée de ce qui se pratique dans le milieu. Dans le milieu de la plasturgie. Voilà. Bon, c'est pour le moment les principales remarques que j'ai à faire par rapport à votre présentation. Tout à fait. Alors, je les entends. Je vais me permettre effectivement de répondre à cela. Alors, de manière chronologique, moi, j'ai entendu, vous disiez effectivement, on s'écarte un petit peu des dispositions conventionnelles. Oui et non. Oui et non, parce que les minima salariaux, on n'y touche pas. Il faut quand même savoir que le législateur a mis en place plusieurs blocs de négociation qui étaient possibles. Et il y a des blocs sur lesquels c'est totalement interdit à l'heure actuelle. La décentralisation, si vous voulez, du dialogue et de la négociation n'a pas été ouverte sur tous les blocs légaux. Donc ça, c'est déjà une chose. Ensuite, il y a une réalité économique. Il y a quand même une réalité économique. Alors, j'entends bien qu'il y a des conventions collectives, mais est-ce qu'à un moment donné, la question aussi qu'on peut pas insidieusement poser, mais est-ce que ce ne sont pas plutôt à l'inverse les conventions collectives qui sont totalement désarçonnées et déconnectées de la réalité économique terrain des TPE et des PME? Parce que quand effectivement vous avez une convention collective qui s'applique, j'entends bien, à des entreprises de plus de 300, de plus de 500 salariés qui ont toute une armada de juristes qui sont concurrentiels sur un marché économique, oui, ok, le dialogue social doit être mis en place et on doit effectivement tout faire pour protéger les salariés. Mais au niveau de la réalité économique du terrain, des entreprises de moins de 100 salariés, de moins de 50 salariés, est-ce que, très sincèrement, vous pensez qu'il n'y aurait pas une petite souplesse qu'on pourrait redonner sur le terrain aux équipes, les membres du CSE, qui, eux, sont sur place et seraient peut-être plus à même de négocier via des accords qui permettent de décentraliser les possibilités de négociation immédiatement sur place? Moi, je pose également cette question parce qu'on évolue dans un secteur très concurrentiel. À l'heure actuelle, les entreprises sont face à des difficultés d'approvisionnement, des difficultés de recrutement. Il y a une crise sanitaire qui est venue se coupler à tout ça. Quels sont les outils que le législateur a mis en place pour permettre aux entreprises de passer cette crise et de conserver les emplois et de faire augmenter le pouvoir d'achat? Bien, je pense que l'APC, quand il est utilisé à bon escient, permet justement de répondre à tout ceci. Parce qu'il ne faut pas croire que l'APC, vous savez, le fer de lance d'un employeur, ce n'est pas forcément la perte de ses salariés, parce que c'est très facile. Vous savez, un salarié qui n'est pas content, chez nous, il fait 30 km, il va en Suisse, c'est bon. Donc, à un moment donné, nous, ça nous a permis de rester compétitifs. Et quand on parle des nouveaux recrutements, eh bien, j'ai envie de dire que justement, ça nous permet d'avoir des salaires attractifs, réellement attractifs pour les salariés. Je vais revenir sur un petit… alors, clairement… Sophia, le temps… Non, c'est super. Merci Sophia de vos éclairages. Je ne veux pas vous couper comme ça, mais je vous laisse quelques… Mais il faut qu'on passe à Vanessa, mais Sophia, je vous laisse terminer. Non, mais en fait, j'ai terminé. C'était juste pour dire effectivement que ça permet, nous aussi, de sécuriser le turnover dans la société.
Ouais, super. Merci Sophia. Alors, on passe la. Alors, Et Jean-Claude. comment? L'élu du terrain, il faut écouter l'élu du terrain. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. Et donc, on va maintenant entendre le témoignage de Signol, donc une autre PME, qui, elle, est spécialisée dans toutes les panneaux signalétiques, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc, avec Vanessa Béguin et Jean-Claude, nous allons donc éclairer un peu la teneur de cet APC chez Signol. Alors, contexte complètement différent. Mais on est toujours dans une PME, mais contexte complètement différent parce que Signol, vous revenez de loin. C'est une société qui a été en situation très difficile. Il y a eu un changement de direction, reprise d'actionnaires, etc. Et c'était pas du tout le moment de mettre un APC. Il n'y a pas eu de plan social, mais par contre, il y a eu des effectifs, des licenciements économiques qui ont été faits. Hein. Vous êtes passé de 120 à 80 salariés, et c'était absolument pas le moment. Quand vous avez fait ça, de faire un APC. Là, vous venez de signer un accord au bout de 6 mois de négociation, et Jean-Claude pourra nous en parler de comment ça s'est passé. Mais Vanessa, pour commencer, c'était quoi les conditions de la confiance pour lancer un APC après la situation que vous aviez vécue, Vanessa? Bonjour à tous. Pardon. Merci à Rodolphe et merci à Joseph de nous accueillir. Donc, nous, effectivement, on a commencé à entendre parler de l'APC via les webinaires animés par Place Alliance. Moi, effectivement, je me suis tout de suite dit que ça pouvait être quelque chose de très bien à la fois pour l'entreprise et pour les salariés. Effectivement, clairement, au début, chez nous, ça n'était pas envisageable. Très clairement, dans une entreprise où on est en plein dans des licenciements économiques, on ne peut pas mettre en place un APC, ça c'est sûr et certain. Donc déjà, pour avoir la confiance des salariés, pour leur présenter le projet, on a attendu le moment propice. C'est-à-dire que nous, pendant 3 ans, de 2017 jusqu'à fin 2019, début 2020, on perdait de l'argent, il faut le dire clairement. Hein, on faisait tout pour redresser l'entreprise et petit à petit, effectivement, on a réussi de lui faire sortir la tête de l'eau. Ensuite est arrivé le Covid. C'est le moment justement où on avait envisagé de commencer à échanger avec le CSE, et puis le Covid est arrivé, pareil, on s'est dit c'est absolument pas propice, et puis on avait bien d'autres choses à gérer. Donc nous, on a la chance justement d'avoir un CSE avec qui ça fonctionne bien, parce que malgré effectivement les difficultés de l'entreprise, les licenciements économiques, ça s'est toujours bien passé. Quand on a dû décider ensemble, malheureusement, il a fallu sauver l'entreprise. Certes, on a dû se séparer de certains salariés, mais voilà, on a toujours travaillé avec le CSE, on a toujours été très transparent avec eux. Quand le Covid est arrivé, on a également, sur ce sujet-là, on a été très bien accompagné par Place Alliance, donc on a mis tout ce qu'il fallait pour effectivement assurer la santé des salariés, continuer à maintenir de l'activité, etc. Idem, tout ceci, on l'a mis en place avec le CSE. Et voilà, le jour où on s'est dit, on a commencé en 2020, on a enfin gagné de l'argent. Ça faisait au moins 10 ans que ce n'était pas arrivé dans cette entreprise. Et donc là, on s'est dit, ça y est, on a sauvé l'entreprise. On était tous très contents. On l'est toujours d'ailleurs, que ce soit la direction comme les salariés, parce qu'effectivement, beaucoup sont là depuis très longtemps. Ils reviennent de très très loin. Certains ont souffert de la situation. Et là, on s'est dit, on va pouvoir commencer à faire des choses plus sympas. Et puis cette entreprise, c'est bien, on l'a sauvée, mais maintenant, il faut transformer l'essai. Donc, pour transformer l'essai, pour être compétitif, effectivement, si on continue effectivement à avoir des charges très très lourdes, avec effectivement, comme on le disait tout à l'heure, les matières premières qui augmentent, voilà, la crise qui continue, qui malheureusement est toujours là, il fallait bien trouver une solution, quoi. Et la Vanessa, PC, Vanessa, je me permets d'intervenir. À la différence de Fligitaire, chez vous, il y a également, c'est en moyenne un peu les mêmes augmentations, c'est à peu près entre 100 et 150 euros net d'augmentation nette mensuelle pour l'ensemble des salariés chez Signol. Mais à la différence de Fligitaire, là, vous avez revu l'organisation du temps de travail. Oui. Et notamment jusqu'à maintenant, jusqu'avant l'APC, les temps de pause étaient comptés comme du temps de travail effectif. Et là, vous êtes revenu là-dessus.
C'est ça. pour gagner en productivité. Et Voilà. dans le cadre de l'APC, et là, c'est une différence majeure par rapport à Frigitaire, dans les contreparties, dans le donnant-donnant. Donc là, Ouais. vous avez gagné du temps de productivité. Et qu'est-ce que vous avez mis en contrepartie pour arriver à 100 à 150 euros net en moyenne pour l'ensemble des salariés? Nous, effectivement, il y avait eu un accord qui avait fait qu'on n'avait pas un vrai temps de travail effectif. Et c'est vrai qu'au niveau productivité, clairement pour l'entreprise, le gros gain, il était là, effectivement. Et effectivement, en contrepartie, on a mis en place également l'indemnité de panier de jour défiscalisée. Donc, comme Frigitaire, en fait, on est allé chercher tout ce qui pouvait bénéficier aux salariés et non aux services fiscaux. Donc, l'indemnité de panier, on a mis en place les titres restaurants. Parce que l'indemnité de panier, on peut la donner qu'aux non-cadres. Pour les cadres et les services support qui sont en horaire variable, on a mis en place les titres restaurants, le forfait mobilité durable, l'indemnité de transport. Par exemple, sur la gratification des médailles du travail, comme on a régulièrement des dossiers médailles chez nous, parce qu'on a une population un petit peu vieillissante, on avait pour tout le monde, qu'on ait la médaille la plus haute ou la plus petite, c'était un petit forfait de 300 €, je crois, à peu près. Ouais, à peine. Donc là, ça peut aller jusqu'à 1 mois de salaire de base pour les plus anciens. J'en oublie. Et puis, on a également aussi augmenté la contribution des activités sociales et culturelles du CSE. Pour qu'eux aussi puissent participer à offrir de meilleures choses aux salariés. Voilà, je pense que j'en oublie, mais non, on a cité les principaux. On a maintenu les RTT pour les non-cadres, c'était important pour eux, parce qu'effectivement, l'histoire des temps de pause, c'était effectivement pas bon du tout. Par contre, à l'époque où les non-cadres avaient demandé des jours de RTT, c'était pour leur permettre effectivement d'avoir... ils avaient exprimé ce besoin quand on a des rendez-vous à prendre médicaux ou autres, on n'a que nos congés et ça on savait que c'était important pour eux et du coup à aucun moment on a envisagé de supprimer les RTT, au contraire on les a directement mis dans l'accord dès la première version. D'accord, parfait. Alors, il y avait une question dans la salle de chat sur est-ce qu'on peut retrouver ces accords dans la base Légifrance. Non, on ne peut pas les retrouver. Ces accords, c'est comme les accords sur les PSE. Ils ont une notion de confidentialité qui est attachée et donc ils ne sont pas publiables. Ils n'ont pas vocation à être publiés en open data sur Légifrance. Pour autant, Vanessa, est-ce que vous pouvez nous donner concrètement, c'est quoi le gain pour l'entreprise au global, des indicateurs sur ce que l'entreprise y gagne. On a vu ce que les salariés y gagnaient, entre 100 et 150 € net. Vous, en tant que l'employeur, Signol, globalement, en quoi il est gagnant dans l'histoire? Les gains de productivité, qu'est-ce que ça génère? Rien que sur la productivité, je pense que c'est environ 30 KE par an. Et puis ensuite, ça sera pas, après, le chiffre que je vais annoncer, ça va pas être immédiat dès la première année. Mais sur 5 ans, si on fait un focus sur 5 ans, on arrivera à un moment donné, je pense, à un gain de 90 KE. Par an. D'accord. Et nous, l'idée de l'APC, c'est pas voilà. Après, on a effectivement, comme disait Sophia, nous, pareil, on n'est pas favorable aux AG, on est plus... ce qu'on veut construire derrière, c'est une politique salariale différente, c'est-à-dire effectivement plus à la méritocratie. Ensuite, c'est ce qu'on expliquait au CSE, c'est une première étape, l'APC. On veut mettre en place après un accord d'intéressement, parce que par exemple, cette année, on a aussi utilisé le levier de la prime exceptionnelle pouvoir d'achat. On leur a versé la prime exceptionnelle pouvoir d'achat, mais ce levier-là, on ne sait pas si on l'aura encore l'année prochaine. Donc, on veut mettre en place un accord d'intéressement. Et puis, on va effectivement travailler sur un plan de développement des compétences. C'est très important parce qu'ici, il y avait, dans cette entreprise, ne serait-ce que sur la formation, il ne se passait plus rien non plus depuis des années. Sur effectivement l'employabilité, c'est une catastrophe. Donc, on veut beaucoup travailler sur le développement des compétences. Voilà, on veut effectivement, vraiment, c'est ce que je disais au début. On a sauvé l'entreprise, c'est bien, on est bien content. Mais si on ne fait pas plus que ce qu'on a fait, si on se contente de ça, je veux dire, ça sera évidemment absolument pas suffisant, surtout dans le contexte actuel. Donc, voilà, c'est trouver tous les leviers possibles pour transformer l'essai. Et l'APC est un premier outil pour le faire.
Entendu, Vanessa. Avant de passer la parole à Jean-Claude, Vanessa, vous, comme chez Frigitaire, et ce que disait Sophia, c'est on est dans vos deux entreprises respectives, il y a une notion de méritocratie et de valoriser le travail effectif, et donc la problématique de l'absentéisme. Notamment, vous avez, par exemple, sur les jours de carence, vous n'êtes pas en Alsace-Moselle, donc vous avez voulu jouer là-dessus. Nous sommes dans le centre de la France, nous. Donc, vous êtes où exactement? À Vierzon. Donc, c'est un bassin d'emploi assez sinistré. Autour, on a l'Indre, la Creuse. Donc, si certains connaissent, c'est pas ce qui fait le plus rêver. Donc, nous, c'est pour attirer les talents aussi qu'on a un petit peu de mal. Mais pour autant, il y avait une problématique d'absentéisme quand même. Il fait quelque chose à maîtriser. Et donc, vous avez voulu jouer. On entendra. Vous avez au départ, vous avez annoncé 7 jours de carence. On verra comment Jean-Claude, comment les élus du CSE ont appréhendé la chose. Et vous avez, par exemple, également, vous êtes revenu, par exemple, sur les absences pour maladie. Pour les enfants, vous avez supprimé, vous avez remplacé par autre chose. Je vous laisse préciser. Oui, sur la carence maladie, effectivement, on a présenté une première version de l'accord avec 7 jours de carence. Après négociation, donc aujourd'hui, donc l'APC est signé, il sera mis en place au 1er janvier, il est applicable au 1er janvier. On a du coup, au final, dit que ce serait 3 jours de carence à partir du second arrêt. On considère quand même qu'effectivement, il peut arriver à tout le monde d'être malade. L'idée, c'est vraiment de réduire les arrêts courts, les personnes qui sont en arrêt le lundi matin. Il ne faut pas se leurrer. On a quand même quelques spécialistes des arrêts répétitifs de courte durée. Donc voilà, on maintient le salaire sur le premier arrêt et la carence ne s'appliquera qu'à partir du deuxième arrêt. Et sur les congés enfants malades, effectivement, alors on les a supprimés entre guillemets, puisque évidemment, on reste sur le code du travail où les salariés auront droit aux congés enfants malades, sauf qu'ils ne seront plus rémunérés, alors qu'avant ils l'étaient. Oui. Par contre, effectivement, on a mis en place un congé pour enfants ou conjoints hospitalisés. Idem, accompagner son enfant ou son conjoint à l'hôpital, c'est quand même, c'est des moments qui sont évidemment très difficiles. Et du coup, on a trouvé que ce serait assez bien comme mesure. Et ça a été effectivement, je pense, bien perçu. Entendu. Merci Vanessa. À la place de Jean-Claude, il le dira. Je ne sais pas. Jean-Claude Sordet, merci de nous faire partager un témoignage d'élu. Il y aurait eu normalement, il y avait aussi potentiellement, on avait annoncé, mais il avait des contraintes parce que dans une PME, il n'y a pas de permanent syndicaux. Les élus, vous n'êtes pas permanents, vous avez vos heures de délai, point à la ligne. Ouais. Et donc, votre priorité, c'est votre travail, votre boulot. Et donc, l'exercice est parfois compliqué. Et donc, merci Jean-Claude de partager ce témoignage. Alors vous, comment vous avez réagi, le collectif? Je crois que vous êtes 8 élus, c'est ça, au CSE, 9. Ou 9 9 élus, titulaires suppléants. Alors comment vous avez réagi quand la direction est arrivée avec ce projet d'APC? Eh bien, merci à vous déjà. On a réagi de la manière suivante. Franchement, au premier abord, ça a été vécu un peu comme une agression, sans vouloir exagérer le terme, puisqu'on remet en cause pas mal de choses qui sont établies. Et vous savez que parfois, le changement, ça fait peur. Mais bon, on a quand même… donc, on a accusé le coup. On a étudié tout ce qu'il y avait à étudier. Et on a quand même réussi à y trouver des points positifs. Malgré tout, dans un premier temps, c'était loin du compte, clairement. Mais bon, on est passé au stade de la négociation, on a fait des propositions. Et pour aller assez rapide, on est arrivé à une version suffisamment acceptable, on va dire, dans la version gagnant-gagnant, aussi bien pour l'entreprise que pour l'ensemble des salariés. Parce que ça, c'était le but. C'était le but, clairement, que tout le monde y trouve son compte. Et voilà, il ne faut pas qu'il y en ait qui soient exploités. Enfin, voilà. Donc, vous m'excuserez, je n'ai pas des termes suffisamment feutrés pour… je n'ai pas l'habitude de ce genre de présentation. J'espère que vous serez indulgents. Il n'y a aucun problème. Non, mais… Et c'était quoi les points de friction
au-delà il y a les jours de carence, on a bien compris que les jours de carence, la direction a entendu votre retour. Et il y avait d'autres points de friction, c'est quoi qui chatouillait? Il y avait clairement les heures supplémentaires, hein, voilà, la rémunération, le socle sur lequel on devait aller en termes de nombre d'heures, c'était assez contraignant, quoi, clairement. Et on a réussi à affiner. On s'est mis d'accord sur un pourcentage acceptable des heures supplémentaires, sur le nombre. Hein. Sur le nombre, on est passé jusqu'à 240, les heures supplémentaires. Le contingent d'heures sup. Le contingent d'heures sup, voilà. Donc, ça nous paraissait acceptable. On a coupé à peu près l'apport en deux. Hein. Et nous, on a la chance d'avoir un CSE qui est assez proche de la direction. Pourquoi? Parce qu'on estime, pour beaucoup, je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais on estime que l'intérêt de l'entreprise, c'est clairement l'intérêt des salariés. Et on se devait de trouver un accord qui satisfasse tout le monde, si vous voulez, quoi. Hein. Donc, on a vraiment travaillé dans ce sens-là. Et je pense que, clairement, beaucoup de gens en sont contents. Pas tous, parce qu'il y a toujours des mécontents. C'est obligatoire. Malheureusement, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais voilà, je pense, j'ai été étonné même que certains soient assez agréablement surpris des négociations qui ont été menées et vraiment surpris, quoi. Alors, quand on a préparé l'entretien, Jean-Claude, vous m'expliquiez dans votre démarche, c'est intéressant parce que vous avez donc la direction est venue taper à la porte, vous a mis sur la table le projet de négociation. Vous avez pris le temps de vous approprier l'objet de la négociation avant d'en parler aux salariés. Ça m'amène à la question de dire votre rôle en tant qu'élu, vous êtes représentant des salariés, comment vous vous êtes positionné. Vous dites, vous êtes proche, vous n'êtes pas en opposition, on l'a bien compris avec votre direction sur l'objectif de que l'entreprise perdure, se développe et maintienne et optimise sa capacité de développement. Pour autant, vous représentez les salariés et vous vous êtes donné les moyens de ne pas vous retrouver écartelé complètement en position compliquée par rapport à l'ensemble des salariés de Sagnol. Comment vous avez joué la chose pour mettre les salariés dans la boucle, les sonder, voir un peu dans quelle mesure ça allait dans le bon sens par rapport au collectif de travail? Bien, déjà, on a la chance d'être une PME, donc c'est à taille humaine, c'est une entreprise à taille humaine. Donc, on connaît déjà quand même plus ou moins les avis des gens, ce que les gens espèrent, ce que les gens ont envie, ce que les gens n'ont pas envie. Donc, on a respecté la confidentialité. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, si vous voulez, on ne pouvait pas communiquer aux salariés dès le départ, au début des négociations, le contenu, puisque ça serait faire de la désinformation et ça troublerait, on va dire, l'ordre normal de la négociation, et surtout pas diffuser des informations qui ne sont pas établies. Voilà. Donc, on connaît les gens, on a réagi en fonction, on s'est fait conseiller un petit peu. Pas sur la totalité, puisque ça a un coût de se faire conseiller. Et on a épluché les différentes versions d'APC, puisqu'il n'y a pas eu qu'une version, on en a épluché plusieurs. Et on a créé des groupes. Alors, il y a les cadres, les non-cadres, personnel atelier, personnel administratif. Donc, on a un panel suffisamment large de personnes qui sont représentatives de l'ensemble des salariés, et ça nous a permis, je pense, vraiment d'explorer, on va dire, toutes les facettes de l'APC, toutes les problématiques, les avantages et les inconvénients, et vraiment d'en tirer un concentré qui nous a donné un APC acceptable. Entendu. Et Jean-Claude, un autre point important en termes d'organisation parmi les 9 élus titulaires suppléments, c'est que vous vous êtes in fine organisé pour que chacune membre du CSE s'implique dans le décryptage de l'accord pour faire passer l'information. Bref, il y a une approche collective au niveau du CSE. C'est-à-dire, et vous avez joué sur la mutualisation des heures de délègue. Tout à fait, oui. Voilà, on partage nos heures de délégation avec les suppléants. Les suppléants ne sont pas que des remplaçants, ils ont aussi leur mot à dire. Faut bien le savoir. Et nous sommes des personnes assez ouvertes.
Et c'est dans le dialogue qu'on avance. Hein. Je ne vais pas vous l'apprendre. La communication, c'est le b.a.-ba. Hein. Donc, on a vraiment utilisé toutes les ressources possibles. Hein. Et ça en a donné ce résultat. Hein. Voilà. Et moi, je tenais à rajouter, je suis assez d'accord avec Sophia Grandidier sur le fait que les entreprises à taille humaine comme nous, je pense qu'il faut que ça soit un fonctionnement à la carte. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, tiens, c'est pour tout le monde pareil. Et toutes les entreprises, que vous ayez 1000 salariés ou 80, non, on n'a pas du tout les mêmes difficultés, je pense. Hein. Et après, je ne cherche pas à me positionner, mais c'est vraiment notre avis. Hein. Nous, on a une vision assez… je pense que c'est le fait que nous avons traversé des difficultés qui nous a ouvert l'esprit là-dessus aussi. Hein. Et de manière à pouvoir réagir point par point aux défis qui nous sont amenés au futur, hein, il faut s'armer et vraiment avoir les bonnes cartouches pour pouvoir les tirer ensuite. Quoi. Parfait. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude. Alors maintenant, je propose on a un point qui est vraiment qui transpire de vous lorsqu'on a cadré ensemble avec vous trois. Hein, je parle là de Philgiter et de Seinol. C'est que la négociation de vos APC respectives ont montré quelque part la vigilance qu'il fallait y avoir entre cadre et non cadre. Et ça va vous intéresser, Malik, d'entendre ça. C'est-à-dire que les leviers sur lesquels jouent les APC, le canevas proposé par Plast Alliance, sont plutôt enclins à favoriser les non-cadres, les salariés en production. Et il y a eu des surprises. Sophia, peut-être que vous pouvez, ou Sophia ou Vanessa, et Jean-Claude aussi, d'avoir vos témoignages là-dessus. Dans quelle mesure, à la surprise peut-être de certaines d'entre vous, eh ben, les cadres se sont montrés un peu chatouilleux sur le fait qu'ils bénéficiaient moins que les non-cadres, alors que dans les conventions collectives, on le sait, par exemple sur les jours de carence qui s'imposent pas aux cadres, on peut dire il y a des choses à voir là-dessus. Dans quelle mesure il y a quelque chose qui va absolument pas, et dans quelle mesure, Vanessa, vous avez été surprise de la réaction du Collège 4, qui est minoritaire chez vous. Oui, effectivement, puisque moi, quand je ne l'ai pas tout de suite compris d'ailleurs quand j'ai eu les premières présentations sur l'APC, mais à un moment donné, quand j'ai compris qu'effectivement ce serait plus favorable aux non-cadres qu'aux cadres, j'ai trouvé qu'en plus, particulièrement dans notre société, comme on l'a dit, qui a beaucoup souffert, évidemment, nos non-cadres sont ceux qui ont le plus souffert on va dire, dans les années noires de l'entreprise. Les cadres ici sont assez anciens, ils ont quand même eu des évolutions, pour certains de belles évolutions, alors que les non-cadres n'avaient rien eu, pas la moindre augmentation générale ni individuelle depuis très très longtemps. Donc moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ça c'est super, parce qu'on va un peu niveler, on va un peu réduire les écarts entre cadres et non-cadres. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'appréciais. Et naïvement, effectivement, comme je vous l'ai dit quand on a échangé avant de préparer le rendez-vous, je m'étais dit, je suis persuadée que les autres cadres vont se dire la même chose que moi, que tout le monde va avoir c'est vraiment sympa de pouvoir enfin faire quelque chose pour les non-cadres. Et là, effectivement, c'est là où je me suis pris, n'ayons pas peur des mots, une petite claque quand même, parce qu'effectivement, dans les cadres, on dit oui, mais du coup, c'est vraiment plus favorable aux non-cadres. Et nous, alors et vous, alors, effectivement, déjà, vous avez des rémunérations qui sont quand même différentes, avec vous le disiez, la convention collective est quand même plus favorable aux cadres. Et puis, l'APC, comme on l'a dit tout le temps des négociations, c'est une première étape. On va aller vers une politique salariale, effectivement, plus à la méritocratie. Donc, on ne va pas s'arrêter à l'APC. Demain, on va proposer d'autres choses dans lesquelles vous y trouverez certainement peut-être un petit peu plus votre compte. Enfin, voilà, on ne va pas s'arrêter là. Donc, mais cette première étape pour moi de dire on va un petit peu effectivement favoriser les non-cadres, remettre les choses un peu à niveau. Mais je ne pense pas avoir réussi à les convaincre, pas tous en tout cas, ça c'est sûr. Et oui, j'ai été déçu. Oui, j'ai été déçu de ces réactions-là. Ouais.
Et Jean-Claude, ça vous a surpris, Jean-Claude? Ben non, parce que moi je connaissais le contenu et clairement le fait que la balance a été un peu rééquilibrée, que pour une fois, enfin pas pour une fois, mais bon presque quand même, que les personnes qui sont un petit peu avec des salaires moyens, on pense à eux, j'étais content et quelque part ouais ça m'a surpris que les cadres se retrouvent pas là-dedans. Et pour certains, oui, ils ont pensé qu'à eux, et c'est un peu dommage, quoi. Mais ils seront pas oubliés, je pense que, ouais, comme dit Vanessa, il y a d'autres choses qui vont être mises en place, hein, et je pense que la méritocratie, dans une entreprise comme nous, c'est intéressant et ça peut pousser les gens à être plus compétents aussi, quelque part, et tout simplement récompenser les gens qui le méritent, quoi. Je ne vois pas pourquoi tout le monde on devrait niveler comme ça tout le monde au même niveau. Ceux qui font les efforts, eh bien, pour moi, pour nous, c'est quand même normal que ces gens-là soient récompensés à un moment donné, quoi. Sophia, ça vous parle, enfin, la Oui. dissociation cadre-non-cadre, ça s'est posé aussi chez Figiter? Alors, peut-être pas. Alors, il n'y a pas eu ça n'a pas été virulent, effectivement, parce que on a bien expliqué, on a été transparent et on a effectivement expliqué à tout le monde que on souhaitait niveler par le haut. Et il y avait effectivement des points sur lesquels les cadres ont titillé parce que l'APC, effectivement, chez nous également, il a été très favorable aux non-cadres. Et j'ai même envie de dire que les cadres ont été, entre guillemets, perdants parce qu'ils ont bénéficié effectivement d'évolutions salariales qui leur a permis effectivement d'avoir également un gain au niveau du pouvoir d'achat tous les mois. Mais il y a eu plus de suppression d'avantages acquis pour les cadres et notamment en termes d'indemnité de licenciement qui étaient très favorables. Mais c'était toujours dans la même logique et là où je rejoins également Vanessa et Jean-Claude et je suis tout à fait d'accord avec cette position et cette façon de réfléchir, c'est-à-dire que c'est la méritocratie. Et je pense que sur le terrain, pour nous, ça a été accepté parce que on a souhaité favoriser les gens présents et les gens qui travaillent. Et les gens sont contents de ça. C'est vrai que les salariés sur le terrain, il y a eu une réelle réflexion où ils se sont dit je ne comprends pas pourquoi tout le monde devrait être lissé au même niveau alors que moi je fournis par exemple 40% de travail de plus que mon collègue. Donc ça a été réellement bien compris. Après au niveau du rééquilibrage entre les cadres et les non-cadres, tout comme Vanessa, on s'est dit, principe de méritocratie, de toute façon, le salaire et les avantages des cadres, il faut être clair, hein, c'est des sphères qui sont totalement différentes au niveau des acquis salariales. Donc, on leur a proposé de mettre en place des leviers de performance individuelle où on raisonnerait peut-être plus en méthode projet qui permettrait effectivement aux salariés qui ont réellement apporté une productivité ou une valeur ajoutée à l'entreprise de bénéficier de primes individuelles. Et ça a été, dans ce cas-là, très bien perçu. Et après, à force d'échanges également, on est parti sur un système d'équité. Tout comme chez Vanessa, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'évolution salariale pour les non-cadres dans l'atelier. Donc là, voilà, on a raisonné du fait qu'on était tous dans le même bateau et que si à un moment donné on ramait tous dans le même sens, ça permettrait également à la société de s'en sortir et de faire face peut-être à une crise qui s'annonce. Donc finalement ça a été, mais c'est vrai, je rejoins, il y a un réel déséquilibre entre les cadres et les non-cadres et les non-cadres ont été beaucoup plus favorisés. Merci Sophia. Alors, avant de passer il nous reste, je rajoute 10 minutes, je me permets de rajouter 10 minutes au live qui était prévu sur 1h30 pour permettre, je pense qu'il y a matière à, donc je vous propose de rallonger de 10 minutes. Il y a une question auquel je voulais répondre, enfin, il y a dans la salle, il a été posé la question du recours à expertise, à conseil pour le CSE. Je sais que chez Signal, vous avez un forfait
un accompagnement juridique que vous avez utilisé dans le cadre du CSE pour avoir des informations, des recoupements, etc. Et par contre, la notion d'expertise, vous ne l'avez pas utilisée. Il y a un cadre, il y a un droit à expertise dans le cadre de l'APC, avec un cofinancement à 20% pour le CSE et 80% pour la direction. Vous ne l'avez pas demandé. Jean-Claude, c'est très rapidement, le conseil juridique vous a suffi, ou alors le budget demandé pour une expertise plus large tenait pas la route? Bah oui, on nous a annoncé plus de 10 000 euros de coûts quand même. Donc pour une étude complète. Donc on a fait avec ce qu'on avait et je pense qu'on a été efficace comme ça. Voilà. Entendu. Merci Jean-Claude. Alors, on va passer. Merci vraiment de vos éclairages. Malik, je vous passe la parole pour un premier rebond et ensuite on va enchaîner pendant 20 minutes en prenant aussi les questions que je repère et les tendances qui se repèrent dans la salle. Malik, je pense Oui, que désolé, peut-être. je n'ai pas réussi à chatter. Durant toutes vos interventions, je n'ai pas pu réagir et je m'en excuse. Jean-Claude, je respecte tout à fait les propos que vous tenez. Bien évidemment, je comprends la position du CSE de Sagnol et j'entends tout ce que vous me dites, je le comprends, je l'entends, etc. etc. D'abord, je suis gêné par le fait qu'effectivement, il faut jamais opposer les salariés entre eux. Donc la difficulté que j'ai, moi, au travers de… Et je n'ai pas le détail de ce que vous avez négocié, donc je suis un peu gêné dans le cadre de mon intervention parce que je n'ai pas… Alors, vous ne le publiez pas, ça reste confidentiel. Ça aussi, c'est un gros point d'interrogation pour moi parce qu'effectivement, quand on est fier de ces accords de performance collective, bon, moi, je suis plutôt partisan de la publication, parce que après tout, si c'est totalement légal et que ça tient absolument la route, je ne vois pas pourquoi on se gênerait de publier les accords de performance collective. Je me permets d'intervenir, Malik. C'est au-delà, c'est comme un PSE. Il peut y avoir des informations compétitives, des informations confidentielles. Non, mais ok, mais enfin, bon, il est difficile pour les organisations syndicales que nous sommes de nous rendre compte il y a matière, il n'y a pas matière, il faut le faire, il ne faut pas le faire. Est-ce que c'est simplement un outil de gestion qui profite uniquement aux employeurs? Bon, voilà. Alors moi, je veux bien, mais quelque part, quand on me parle de méritocratie, pour moi, c'est un terme qui me rend suspicieux parce que effectivement, je vais vous expliquer ce que je pense, moi, du plus profond de mon cœur. J'ai travaillé pour une entreprise, j'ai été quelqu'un qui a beaucoup œuvré et travaillé en trouvant des accords avec les employeurs, même quand c'était difficile. Mais ce qui me paraît important, c'est que si vous avez des salariés dans l'entreprise, moi, je ne peux pas concevoir qu'on dise qu'il y en a un qui est plus méritant que l'autre, etc. Parce que la question qui se pose, c'est que si vous avez des salariés qui ne le sont pas, il va falloir se poser d'autres questions que de comparer les salariés entre eux par rapport à leur productivité ou par rapport à leur performance. Moi, ce que je dis, c'est qu'a priori, ils sont tous performants, sinon je ne vois pas qu'est-ce qu'ils font dans votre entreprise. Donc ça, c'est mon point de vue. Il existe des systèmes, et je ne vais pas à vous, DRH, que je vais apprendre ça. Faut prendre vos responsabilités. Si vous estimez qu'il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur, plutôt que de traiter ça au travers d'une révision salariale, il vaut mieux effectivement traiter les problèmes comme il faut. Il y a plusieurs solutions. Quand quelqu'un peut avoir des difficultés, à un instant T, un salarié peut être en difficulté, on l'aide. On lui propose des mesures pour le faire grandir. Et si on n'y arrive pas, on prend les solutions qui s'imposent. Et c'est le syndicaliste qui vous dit ça. Mais oui, mais à un moment donné, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Là, on a l'air de laisser entendre qu'il n'y aura pas d'augmentation générale. Or, pour moi, le principe, c'est que si les salariés sont embauchés et font leur job, ils devraient au minimum, avoir une garantie du maintien de l'emploi, du maintien du salaire par rapport à l'inflation. Donc ça c'est déjà un premier problème. Et après, la méritocratie, elle existe toujours. Il y a toujours une part de méritocratie quand on pratique des augmentations individuelles. Donc pour moi, si les salariés sont dans l'entreprise, eh bien, j'estime qu'effectivement, ils sont tous considérés comme performants.
S'ils ne le sont pas, il faut corriger le problème. Il y a des leviers, hein. Ce n'est pas forcément le licenciement, mais ça peut être attention, maintenant ça ne va pas, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Tu n'es pas au rendez-vous, il faut, et si tu n'y arrives pas, ben, à un moment donné, effectivement, je peux comprendre qu'on prenne des mesures qui ne me plaisent pas, mais qui sont des mesures qui existent dans le droit social, dans le droit du travail. Voilà. Donc ça, c'est pour ça, l'histoire de méritocratie, j'aime pas trop. Et le deuxième sujet… C'est moi qui ai employé le terme, en premier. Hein. C'est les cadres. Donc attention, les cadres, vous en avez besoin. Et il ne faut pas donner le sentiment, faut pas leur donner le sentiment que vous êtes en train de mettre en place des mesures qui ne leur permettent pas d'y trouver leur compte, eux aussi. Alors après, on peut faire, dans les NAO, on s'est souvent heurté à des difficultés parce qu'on avait une logique qui était de dire, bon, ben, il faut aider les bas salaires, il faut faire en sorte que les bas salaires soient soutenus, etc. Donc d'accord, mais on ne veut pas non plus que ça devienne un tassement de la hiérarchie des salaires. Ça, à la CFE-CGC, on n'est pas d'accord. On pense qu'il y a des grilles à respecter et donc on est sur des principes de classification, etc. Donc voilà, d'où pour moi le gros point d'interrogation. Après, Jean-Claude, ne vous méprenez pas, je ne suis pas du tout en opposition avec ce que vous dites. Il y a effectivement des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Vous êtes dans peut-être un bassin de l'emploi qui n'est pas forcément très dynamique. Vous avez une logique qui est celle de préserver vos emplois et essayer d'apporter une qualité de vie à vos familles. Je le conçois. Et effectivement, quand vous discutez avec l'entreprise, vous êtes en passe à prendre en compte un certain nombre de points qui ne sont pas pris en compte, je le reconnais, hein, dans le champ conventionnel ou globalement dans le dialogue social. Voilà, donc les échanges qu'on a eus là, en tout cas, m'interpellent, apportent effectivement à ma réflexion, mais cela étant dit, il y a un certain nombre de principes auxquels je ne peux pas déroger. Merci Malik. Alors, qui veut répondre là sur cette notion? C'est moi qui ai employé. Après, c'est moi qui ai employé le terme de méritocratie. Après, effectivement, ça peut chatouiller et on peut y avoir des nuances dans la façon de l'appréhender. Donc, qui veut répondre sur Sophia, Jean-Claude, Vanessa? Qui? Effectivement, je vais me permettre de répondre parce qu'il y a plusieurs points qui m'ont interpellée également dans votre discours, Malik. Alors, je suis d'accord avec vous. Et puis, je ne suis pas là, de toute façon, je respecte en fait le point de vue de chacun et je pars du principe que de toute façon, s'il y a eu des avancées sociales via les conventions collectives, c'est qu'à un moment donné, il y avait un réel manque à gagner par rapport aux salariés et que c'est des acquis pour lesquels il faut se battre, que ce soit du côté employeur ou du côté salarié. Je suis salariée également, hein, donc à un moment donné, je ne vais pas couper la branche sur laquelle je suis assise. Hein. Là où le terme que vous avez utilisé m'a un peu interpellée quand vous avez dit « je n'aime pas que l'on compare ». Je n'aime pas que l'on compare les salariés. Mais comparer, c'est l'histoire de la vie. Comparer à un moment donné, depuis qu'on est scolarisé notamment, on compare. On met un système de notation qui permet effectivement de confronter les élèves entre eux. On fait des sélections dans les grandes écoles qui permettent effectivement de comparer le niveau de performance de chacun. Donc, à un moment donné, la comparaison, c'est la suite logique quand on est employé dans une société. Et quand effectivement un salarié vous dites il n'y arrive pas, alors il n'y arrive pas ou on doit prendre les solutions qui s'imposent. Ben non, pas forcément. Parce qu'effectivement, on doit aider les salariés qui n'ont pas toutes les compétences en main pour faire leur travail de manière optimale. Bien évidemment, on en arrive à des questions d'employabilité des salariés, de mise en place de formation, d'écoute, de transparence, voire même de formation au niveau des managers de proximité pour aider les salariés dans leur compréhension productive de ce qui leur est demandé, de mettre peut-être en place des demandes qui soient un petit peu plus claires en termes d'objectifs pour les salariés. J'entends bien, tout ça est fait. Mais quand à un moment donné, le salarié qui est
confrontés au fait qu'ils n'y arrivent pas, pourquoi tout de suite choisir des solutions drastiques? S'il y a certains autres leviers économiques qui permettent effectivement de lisser un petit peu les compétences de chacun et de mettre en place, alors c'est vrai, le terme, il n'est peut-être pas apprécié par tout le monde, mais c'est la réalité de la vie. C'est une comparaison qu'on fait en termes des compétences de chacun. Et c'est même pas, je dirais, naturel, parce que là, on peut pas lutter contre ça, mais c'est des fois même la volonté qu'ont certains salariés de bien faire, de s'intégrer et ne serait-ce que d'être présent. Venir ça paraît être complètement ridicule, mais venir tous les jours travailler, pour certains qui n'ont pas d'affection pathologique, c'est pas acquis. Hein. On a un problème de son. Oui, Sophia. un petit problème de connexion. Ouais. C'est pas acquis pour tout le monde. Donc, ne serait-ce que, je donne des exemples concrets. Sophia, on a un problème de son. Ça coupe, Sophia. De manière qu'on jour sur deux. Est-ce que… Ah, ça va peut-être mieux là, je pense. Ouais, bof. Non, Sophia, je vais me permettre, on va Sophia, je passe le… On ne vous entend pas bien là. Peut-être une réaction du côté de Sainol sur un peu cette notion de méritocratie, Jean-Claude, Vanessa, rapidement. Oui, effectivement. Enfin, méritocratie, c'est vrai que à chaque fois qu'on l'emploie, j'ai l'impression que c'est pris pour certains par un gros mot, mais non. Moi, je rejoins complètement le point de vue de Sophia, Jean-Claude aussi, puisque justement, en plus dans les exemples qu'elle citait, bien sûr que les salariés qui sont en difficulté à un moment donné, en plus chez Sainol, justement, hein, on est complètement là-dedans. Les salariés en difficulté, on fait tout ce qu'il faut pour les accompagner. Justement, je parlais bien tout à l'heure d'un plan de développement des compétences digne de ce nom, puisque ce n'était pas le cas avant. Et on l'a bien dit, l'APC, c'est un premier levier. Il y a plein d'autres leviers et on va les utiliser. Oui, l'exemple dont parlait Sylvia, par exemple, justement, sur les… Jean-Claude est justement animateur d'équipe. Alors, Jean-Claude, eh bien, effectivement, comme il était très bon dans son job, à un moment donné, on lui a proposé d'être animateur d'équipe. Ce qui se serait passé autrefois, c'est bon, ok, t'es bon, donc je te colle animateur d'équipe et puis bah voilà, débrouille-toi, hein, gère tes équipes, quoi. Non, nous, justement, les animateurs, donc du coup, même les anciens, pas les plus récents comme Jean-Claude, on a monté une formation, enfin, tout un cursus de formation, hein, c'est une école de management, et on les accompagne effectivement pour qu'ils puissent gérer leurs équipes, développer les compétences de leurs équipes avec nous, évidemment. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, je rejoins complètement le point de vue de Sophia. Et puis, oui, quand on parlait des augmentations générales ou aussi de la prime d'ancienneté, hein, donner une prime d'ancienneté, c'est-à-dire parce que je suis ancien, voilà, tous les 3 ans, mon salaire augmente. Ben non, en fait, parce que celui qui est là que depuis 10 ans, du coup, qui bénéficie que du début de la prime d'ancienneté, on a envie de le récompenser aussi, en fait. Donc, pour moi, la prime d'ancienneté, par exemple, pareil, elle n'est pas adaptée. Et l'idée, c'est pas effectivement que les salariés gagnent moins, c'est qu'ils gagnent mieux. Pas plus, mais mieux. Et que l'entreprise aussi, effectivement, elle aussi gagne mieux. Jean-Claude ? Alors oui, moi, donc, je suis forcément d'accord avec ce que dit Vanessa, pas parce que je dois être d'accord, mais parce que je suis Merci de le préciser. Ouais, non, mais moi, je n'ai pas de batte de baseball à côté. Je préfère… non, mais je préfère le dire parce que pour moi, il y a du bon sens. Et si je parle de méritocratie, moi, à mon compte, je me permets de dire que, tout simplement, c'est pas pour qu'on se compare les uns des autres, pour mettre les gens sur le bas-côté, dire tiens, ceux-là, ils veulent pas avancer, tant pis pour eux. Non, on n'a pas du tout une politique comme ça, bien au contraire, comme a dit Vanessa. On est en train de faire monter pas mal de personnes en compétences. Et la méritocratie, pour nous, clairement, c'est un signal qui est envoyé à tirer des gens vers le haut. Hein. Et pas du tout pour laisser les gens sur le bas-côté, c'est vraiment pas le but. Hein. Donc, on a tout intérêt à motiver les équipes. Donc, mais voilà, en utilisant d'autres leviers que ceux effectivement qui sont proposés dans la convention collective. Parfait. Alors, il y a un
point. Il y a un point que je voulais souligner, enfin qui remonte dans le chat, c'est dans vos 2 entreprises, vous avez signé des APC, il n'y a aucun salarié qui a refusé les conditions de l'APC et donc il s'est exposé à un licenciement. Il y a 2 contextes différents. Sophia, de votre côté, s'ils ne sont pas d'accord, a priori, si ça ne leur va pas, il y a des opportunités ailleurs, en Suisse, en Allemagne, etc. À la différence peut-être dans le bassin d'emploi où vous êtes, Signol, où là, si on n'est pas d'accord, les conditions pour pouvoir sortir et dire bah, moi je ne suis pas d'accord, je m'en vais, je m'expose à un licenciement, c'est peut-être plus compliqué. L'avoir là-dessus, ok, il n'y a aucun licenciement lié, mais en fonction du contexte, ben, Sophia, d'abord Signol là-dessus. Dans quelle mesure, ben, quand bien même on n'est pas d'accord, c'est difficile de dire bah, je m'expose à un licenciement. Alors, pour l'instant, du coup, nous, on vient de signer l'accord. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Il est applicable au 1er janvier. Donc, ce que je dois préciser, c'est que pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être que j'en ai qui vont le refuser, puisqu'on les a remis en main propre la semaine dernière, c'est ça? Justement, ils ont donc un mois, les salariés, pour nous dire, ceux qui éventuellement envisagent de refuser, nous dire qu'ils le refusent. Et voilà, pour le coup, je ne peux pas trop vous répondre. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y avait une question dans la salle aussi, c'est est-ce que vous avez prévu des conditions d'accompagnement pour ceux particulières pour les salariés qui refuseraient? Ils seront accompagnés par moi. Oui, mais pas avec une indemnité supra, etc. Il n'y a rien, c'est le conventionnel pur. Oui. D'accord. Sophia, et vous, par contre, vous, alors qu'ils ont la possibilité de sortir et d'aller voir ailleurs par rapport aux opportunités qui se présentent dans votre bassin d'emploi, est-ce qu'avec le recul que vous avez davantage que par rapport à Signol, est-ce que certains ont refusé? Non. Alors, effectivement, nous, on a joué la transparence totale. On a mis en place des tableaux de bord. On les a présentés à tous les salariés de manière individuelle. On leur a fait un réel comparatif entre avant l'APC, après l'APC. Et à ce moment-là, on en a profité. On a fait l'entretien individuel et annuel en même temps. On a fait d'une pierre deux coups. Et c'est à ce moment-là qu'on a remis le récépissé aux salariés. Je touche du bois. Très sincèrement, je touche du bois parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir, mais 100% des salariés ont signé le récépissé et pour l'instant, voilà, c'est que du plus, c'est que du bonus, c'est que du bonheur pour eux. Et personne à l'heure actuelle n'est revenu sur cet accord pour nous dire moi, je ne suis pas d'accord ou quoi que ce soit. Là, très sincèrement, avec les fiches de paye qu'ils ont eues, ils ont été vraiment satisfaits. Réellement satisfait. Juste à l'approche des fêtes, en plus, alors pareil que chez Vanessa, on en a profité pour mettre en place le versement de la prime. Voilà, la prime exceptionnelle. Donc, on l'a fait cette année, c'est pareil, on ne sait pas l'année prochaine ce qui va en être. Donc, non, tout le monde a signé, tout le monde était OK. Sans compter en plus que c'était particulier chez nous, on n'a changé aucune condition de travail. Parce qu'au niveau des horaires, ils avaient déjà une annualisation qui était en place, donc on n'a rien changé. Vraiment, ils ne travaillent pas plus qu'ils ne travaillaient avant. Parfait. Et Sophia, je précise un point qui est intéressant avec le cas Frigitaire, c'est que la structure est composée de sociétés, il y a certaines sociétés dans le groupe qui font de moins de 11 salariés. Quand bien même il y a moins de 11 salariés, vous avez lancé des protocoles pour lancer des élections. Oui. Et vous avez été très surprise de la réaction de certaines organisations syndicales qui vous demandaient mais pourquoi vous nous sollicitez alors que vous n'êtes pas obligé de le faire? Tout à fait. Alors, on a plusieurs entités dans le groupe, effectivement, et notamment quelques entités qui sont à moins de 11 salariés, pour lesquelles on a souhaité, parce que c'était une volonté des salariés et une volonté de l'employeur. Alors, on a des succursales qui sont basées dans l'ouest de la France, pour lesquels on n'est pas forcément toujours sur place pour pouvoir discuter avec les salariés. Donc, on s'est dit, on va lancer des élections CSE pour avoir effectivement un partenaire dédié au dialogue social. Donc, comme chacun sait, on a une obligation, un formalisme à respecter, notamment la négociation du protocole préélectoral qui oblige à convoquer les organisations syndicales. On les a convoqués donc pour qu'ils viennent participer à la négociation. Alors, oui, non, mais pourquoi vous voulez faire ça? Je ne comprends pas. Enfin, ils étaient un petit peu, si vous voulez, interloqués, choqués du processus.
on leur a expliqué que c'était une volonté des salariés et qu'à la limite, si leur travail, c'était de mettre en place du dialogue social dans les TPE, là, ils avaient réellement le champ libre pour le mettre en place. On les a invités. Contre toute attente, ils ne sont pas venus. Merci, Sophia. Alors, il nous reste 7 minutes. Je vais passer la parole à Joseph, qui a écouté sagement. Donc, Joseph, par rapport à tout ce que tu as pu entendre, dans quelle mesure ça te fait réagir? Et il y a des questions quand même assez récurrentes dans le chat sur la désocialisation, le côté je gagne plus en cash au moment T, mais par contre, comme c'est pas socialisé pour ma retraite, etc., pour le socle social, la solidarité nationale, il y a moins d'argent. Et ça, c'est des réflexions à long terme, effectivement, et c'est un vrai sujet. Joseph, je te laisse embrayer. Merci vraiment à Malik, vraiment pour sa sincérité, parce qu'effectivement, il a parlé avec le cœur et je le crois vraiment sincère, vraiment sur ce qui a été dit. Excuse-moi de te couper, Joseph, parce que Malik doit a un impératif. J'avais dit 10h30 et on déborde de 10 minutes. Donc Malik, peut-être un dernier mot avant la parole. Excuse-moi, là. Je le remercie en premier. Voilà. Merci Joseph. Je suis désolé, j'arrive pas à chatter. Donc voilà. Ouais, c'est bizarre. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ça va m'apporter en termes de réflexion, tout ce qui s'est dit là. Il y a plusieurs enjeux, donc à la fois je comprends les logiques microéconomiques et je comprends mais il y a aussi des enjeux macroéconomiques. Et en plus, vous savez qu'on est aujourd'hui, en tout cas pour mon organisation syndicale, en train de travailler sur la responsabilité sociétale des entreprises, dans lequel on inclut effectivement le bien-être des salariés, pas seulement les questions d'émissions de CO2 c'est un sujet de préoccupation, mais il faut effectivement qu'on y travaille. Dans la plasturgie, ça compte beaucoup aussi. Mais la question aussi dans la responsabilité sociétale des entreprises, il y a la question effectivement du bien-être des salariés et tout ce qui va dans le bon sens et qui permet aux salariés de se trouver bien dans l'entreprise. Je pense que c'est profitable pour les employeurs parce qu'effectivement, ça améliore la productivité et donc quand les salariés se sentent bien, c'est important aussi. Et pour l'encadrement, je dis de manière très claire aussi que les cadres doivent se sentir bien parce que les cadres qui vont bien, c'est aussi bien pour leurs équipes, quoi. Donc, c'est un vrai sujet, ça. Donc, je conclurai simplement pour vous dire que les questions qui ont été soulevées, notamment sur les impacts sur nos comptes sociaux, qui vont pas très bien, vous le savez. Donc, on parle de retraite, de réforme des retraites, on parle de réforme du Pôle emploi qui est en train de se mettre en place actuellement, etc., etc. Tout ça lié à des logiques, effectivement, d'équilibre financier. Il faut faire attention parce qu'on a aujourd'hui, à moins qu'on ne change de logiciel de financement, aujourd'hui, ça s'appuie quand même sur les cotisations patronales et salariales et il faut forcer de constater que certaines de vos mesures ne permettent pas d'améliorer en tout cas la contribution financière à ce qui est constitutif pour moi d'un socle social d'importance qui est celui effectivement qu'on nous envie dans beaucoup de pays et qui est donc les retraites, la sécurité sociale et le Pôle emploi. Donc voilà, je m'arrêterai là. Simplement, en tout cas, je suis très heureux d'avoir écouté, entendu le point de vue des uns et des autres, avec, comme vous l'avez dit, Joseph, beaucoup d'empathie et de sincérité. Je ne suis pas venu pour dire la messe, parce que j'ai aucune messe à dire. Mais par contre, effectivement, je reste attaché évidemment au dialogue de branche. Et je pense qu'il faut effectivement essayer de le faire évoluer en fonction des paramètres qui ne sont pas pris en compte et que vous venez de soulever. Et je vous remercie de votre attention. Merci Malik. Bonne journée. Merci Malik. Joseph. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Malik. Donc, écoutez, j'ai envie de dire ce qu'a dit Malik est quand même très important parce que je pense qu'il a pu effectivement garder ses convictions. Mais on voit quand même que la réunion d'aujourd'hui, c'était aussi le but, c'est de pouvoir faire évoluer aussi des positions et aussi de se rendre compte d'un point sur lequel je pense que tout le monde est d'accord, et y compris Malik sur ses derniers propos, c'est qu'il faut faire évoluer le dialogue de branche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dialogue social de branche,
il n'est pas adapté aujourd'hui pour les PME, TPE. Donc, effectivement, il y a une évolution effectivement à faire. Donc, ça, c'est déjà la première conclusion que j'en tirerai. Le deuxième point, c'est effectivement des aspects sociaux, contributions, etc. Alors, il faut savoir que tous ces éléments, on va dire, désocialisés, défiscalisés, ce n'est pas Place Alliance qui les a créés. Ils sont tous sur le site de l'URSSAF. C'est le gouvernement français, l'actuel ou les précédents, qui les ont créés. Et j'ai presque envie de dire, ils en créent de plus en plus. Donc, de ce point de vue-là, je prends l'exemple. Une des contreparties qui se retrouve désormais dans les nouveaux APC, dans les APC actuels, c'est le forfait mobilité durable. Le forfait mobilité durable aujourd'hui, vous pouvez donner quand même 600 € par an, 50 € par mois défiscalisés pour quelqu'un qui vient en vélo électrique, qui est en covoiturage conducteur et passager. Donc, je veux dire, ça se prend. Cet argent-là se prend. Et il est effectivement avantagé financièrement. La prime, ce qu'on appelle la prime Macron, mais bon, c'est plutôt la prime patron ou prime entreprise, hein, c'est l'entreprise qui la paye au final. Elle a été renouvelée et effectivement, on l'encourage. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés aujourd'hui, même sans accord d'intéressement, on peut donner 2 000 € net. 2 000 € net de charges, de cotisations et d'impôts. Donc, pour tout le monde. Donc, j'ai envie de dire, bon, ça, c'est comme ça. Donc, dès lors qu'on a effectivement ces éléments-là, il faut pouvoir les utiliser. Et j'ai eu des discussions dans le chat, effectivement, avec plusieurs des participants, en tous les cas, de ceux qui assistent. Nous, aujourd'hui, on constate que les gens, ce qu'ils veulent, c'est le net en bas du bulletin. Hein. C'est qu'est-ce qu'on va toucher à la fin du mois. C'est pas le brut en haut, c'est pas avant impôt, c'est combien je touche à la fin du mois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup de salariés, des éléments qui sont défiscalisés et qui sont donnés suivant des règles URSSAF. Je précise bien qu'on ne va pas donner une indemnité de panier à un cadre qui est au forfait jour. On ne va pas donner une indemnité de nettoyage à quelqu'un qui n'a pas de vêtements à faire nettoyer. On ne va pas donner un forfait mobilité durable à quelqu'un qui ne vient pas en vélo ou en voiture ou en covoiturage, etc. Donc, il est clair. Donc, tous ces éléments-là sont cadrés. On met des attestations, des déclarations pour les salariés pour éviter, bien entendu, des déconvenus. Mais aujourd'hui, il faut savoir que ces sommes-là, ne sont pas saisissables. Imaginez, on connaît nombre de salariés qui ont des saisies sur salaire. Eh bien, ces sommes-là ne sont pas saisissables. Ces sommes-là ne sont pas prélevées par le prélèvement à la source, c'est vrai, mais ça permet aussi d'augmenter le net des salariés au final. Donc, au final, j'ai envie de dire, effectivement, il n'y a pas le côté contributif par rapport, on peut parler par exemple de la retraite ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, le gain qu'il peut y avoir de 100 à 200 €, et je le disais dans le chat, par mois, rien n'empêche le salarié de créer son propre plan retraite, de le thésauriser, de le mettre de côté ou de l'utiliser comme bon lui semble. Et aujourd'hui, les gens, moi, c'est ce que je constate, voilà, c'est ce que j'ai vu dans toutes les entreprises. Et j'ai envie de dire, là, on a 2 DRH et un élu, mais je peux dire que je les remercie parce que c'est courageux quand même de venir. On sait que c'est des accords, on l'a dit, qui sont normalement pas publiés, etc. Donc, personne n'a envie de témoigner sur ces sujets parce que personne n'a envie de dire effectivement le gain qu'il a eu ou il n'a pas envie forcément qu'on vienne lui reprocher de gagner en fait. Hein. Malheureusement, on est dans un pays parfois quand on gagne, les gens se cachent. Mais je peux vous assurer que dans les 68, 67 autres accords, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on a effectivement des gains de pouvoir d'achat conséquents. On a jusqu'à présent, on va dire pour le moment, en tous les cas, je n'ai pas eu aucun salarié qui a refusé l'application de l'accord. Hein. Il n'y a personne qui a dans les entreprises qui ont signé. Donc là, pour Sainol, on verra. Mais en tous les cas, jusqu'à présent, je n'ai vu aucun accord là-dessus. En sachant que l'accord de Sainol est même d'ailleurs socialement même beaucoup plus avancé même que d'autres APC qu'on a pu faire. Hein. Je tiens à le dire aussi à ce sujet, notamment sur le coup de pouce sur les activités sociales et culturelles. C'est quand même quelque chose de très fort. Donc nous, ce qu'on constate aujourd'hui, et c'est important, c'est que les gens qui nous regardent se disent effectivement, il y a peut-être 2 types d'APC. Il y a les APC, la grande majorité, peut-être même des APC, effectivement, 80%, 90%, ceux qui sont signés dans des entreprises dans lesquelles, en fin de compte, on a des difficultés graves, on a des salariés licenciés à l'appel. Et excusez-moi de le dire, des grandes entreprises ou des moyennes entreprises, mais d'ailleurs quasi exclusivement des accords signés avec des délégués syndicaux. Donc, je tiens à le préciser quand même. Hein, il me semble que la plupart des APC, on va dire, sur lesquels la presse s'est jetée, ce sont des accords signés par des délégués syndicaux. Donc, la présence ou pas d'un syndicat ne va pas faire en sorte que l'APC soit de meilleure qualité ou pas. C'est quelle est l'intention des parties.
Et en ce qui nous concerne, nous, de notre côté, on a des APC, une minorité quand même, 10-15% qui est signée par des DS, une immense majorité qui est signée avec des CSE et pour certains avec référendum. Et là, en l'occurrence, on voit que les gens négocient. Jean-Claude, tu peux en témoigner. La version 1 qui vous a été présentée de l'accord, ce n'est pas la version finale. On ne vous a pas dit on vous amène cet accord-là, le pistolet sur la tempe et vous signez et on passe à autre chose. Vous avez négocié, vous avez fait des contre-propositions. Vous avez obtenu des choses même que l'entreprise n'avait pas prévues, etc. Vous avez une capacité de négocier. Vous avez pris un conseil juridique avec lequel, d'ailleurs, vous le savez, on a pu échanger également sur les questions des éléments de l'accord, etc. Il y a un travail. Donc, ce que je veux dire, c'est que les élus sont capables de négocier. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un dialogue social dans les PME. On ne peut pas l'occulter. La plasturgie, et c'est quasiment… Je pense pareil dans les autres branches, mais la plasturgie, c'est 98% de PME, 50% d'entreprises de moins de 10 salariés et 88% d'entreprises de moins de 50. On ne peut pas dénier ce dialogue social. Et c'est important effectivement de prendre en compte qu'il peut y avoir effectivement un dialogue social et des APC gagnant-gagnant, parce que c'était un peu la question du jour en fait. Oui, tout à fait. Merci à Plastalliance, merci à toi Joseph d'avoir permis cette rencontre. Merci à Vanessa, Jean-Claude et Sophia d'avoir partagé leur retour d'expérience en toute transparence. Et je vous salue pour l'avoir fait parce que c'est difficile d'avoir des grosses boîtes et des acteurs dans des grandes entreprises qui témoignent comme vous l'avez fait de façon aussi transparente, et c'est vraiment réjouissant de voir ça, et c'est là qu'on note tout le terrain qu'il y a vraiment à explorer du côté des PME et des TPE et de tout ce qu'il y a à faire, parce que c'est là que ça va se passer potentiellement, et c'est potentiellement là que ça va faire bouger aussi les lignes en haut du côté des grosses boîtes, et peut-être changer un peu les logiciels qui pourraient mériter d'être discutés au moins. Donc merci à vous, compte rendu à suivre, merci à vous de votre participation dans le chat, et prochain live vendredi prochain sur un sujet tout autre, celui du logement des salariés, et qu'est-ce qu'on peut faire dans les entreprises pour favoriser l'accès au logement des salariés, quels sont les acteurs et quelles sont la problématique. C'est une vraie problématique, et c'est une problématique de pouvoir d'achat aussi. Donc merci à vous, bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. À bientôt. Bonne journée à tous, merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt.